Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et donc c'est dans, imaginez-vous, ce palais royal que Molière, qui le découvre plein de voilures, va complètement retransformer. C'est là que Molière va vivre ses années de gloire, puisque pièce après pièce dans ce théâtre du Palais Royal, d'où le nom du quartier, le quartier du Palais Royal. Dans ce théâtre du Palais Royal, Molière va révolutionner l'art théâtral. Pourquoi ? Parce que au-delà de l'interprétation en tant que comédien dans le naturel de jeu, il va tout oser, puisqu'il faut absolument le comprendre. Molière était le gant de Louis XIV. Ça veut dire que Molière a osé écrire contre tout, contre les courtisans Versailles, la cour de faux cul, contre les salauds comme Harpagon qui veulent épouser des petites jeunes parce qu'ils sont veufs et maintenant allez hop on se tape une petite jeune et allez hop, contre Arnolphe qui kidnappe une enfant, contre les faux dévots Tartuffe, contre avec Don Juan en faisant un héros. Enfin bon, il a tout traité, mais pourquoi ? Parce que c'est Louis XIV avec lequel il discutait et qui lui disait « Faites-moi une pièce contre ça ». Parce que le roi, ne pouvant lui-même ouvertement dénoncer, le roi s'est servi de Molière pour dénoncer ce qu'il entendait dénoncer. Le roi était, ne l'oubliez pas, obligé de s'agenouiller devant l'archevêque de Paris, tout Louis XIV qu'il était. Absolument. Et la France n'était pas une république. Elle portait le nom de royaume, mais en fait c'était un royaume sous l'emprise de la religion. Donc, d'une façon absolument historique, Louis XIV a révolutionné son siècle en révolutionnant, grâce à Molière, la pensée de son siècle. Et c'est là où justement, année après année, le pouvoir de Louis XIV va commencer à vieillir, et c'est là où le traître fait son apparition, comme dans toute histoire du monde. Lyndon Johnson par rapport à John Kennedy. On va citer l'histoire française aussi, on le peut, de ces 50 dernières années des trahisons politiques. Il se trouve que, oui, le traître, c'est Jean-Baptiste Lully. Et Jean-Baptiste Lully, que Molière a sauvé toute sa vie, à qui il a donné de l'argent, qu'il l'a pris, il a inventé grâce à lui, et Dieu sait s'il a eu raison, parce que Lully était un génie, son talent est immense, mais ce Lully va non seulement transformer son nom de Jean-Baptiste au Lully, le I, le Y, etc., pour le franciser, mais en plus, il va convaincre Louis XIV que tous les problèmes avec Molière deviennent insupportables, que c'est le feu, justement, par rapport à la religion, qu'il y a même des manifestations qui demandent la mort de l'Impie Molière, et il va convaincre le roi de voler le théâtre du Palais Royal, de faire l'Académie Royale de Musique, dont lui, Lully, prend la tête, et de foutre à la porte Molière. On va faire plus. On va même, lors de la 4e représentation du Malade imaginaire, l'assassiner. Il a été empoisonné sur scène, il a fait toute la représentation, il buvait des fioles. Au début de la pièce, il y avait de l'arsenic dedans, il a dégueulé pendant la représentation, il a craché son sang, mais il a fait toute la représentation. Et alors là commence l'incroyable. Je vais l'expliquer à ceux qui nous entendent. Parce que là, On l'amène chez lui. Alors quand vous commandez, et c'est là chez lui, rue de Richelieu, qui va finir par mourir dans sa chambre. Alors vous dites à un comédien, tu veux mourir comment ? Ah, comme Molière en scène. Je rêve de mourir en scène. Espèce d'imbécile, il n'est pas mort en scène. Alors d'où vient cette mystification ? Molière va mourir rue de Richelieu, comme il est comédien et qui ne refuse de renier bien évidemment son métier, on va le jeter à la fosse commune. Maître Boileau a l'intelligence de convaincre le roi d'enterrer Molière, puisque ce n'est pas Molière qu'on enterre, sire, c'est Jean-Baptiste Poquelin, l'auteur. Écoutez bien, Molière, lui dit Boileau, est mort en scène. D'où la mystification. Charlot est mort dans Le Dictateur, c'est la dernière fois qu'il apparaît. Charlie Chaplin va continuer comme acteur, Monsieur Verdoux, Un roi à New York, etc., à faire son métier. Mais Charlot, on peut dire qu'il est mort
dans Le Dictateur. Voilà. Et ben Molière est mort, le comédien, il est mort dans Le Malade imaginaire à sa 4e représentation. On le verra jamais plus. Et donc ce Jean-Baptiste Poquelin, qu'on va finir finalement à enterrer avec tout ce qui s'est passé, j'en parle un peu dans le livre, on va non seulement lui faire croire qu'on va l'enterrer, puisque le roi donne l'ordre de l'enterrer, mais l'archevêque de Paris interdit que ce soit en plein jour, interdit qu'il y ait le moindre mot, ça sera la nuit au flambeau. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand ils arrivent avec le cercueil en l'église Saint-Eustache, le curé l'enfant et le curé le chat, on a leur nom, on dit non, c'est à l'annexe, on est en pleine nuit, c'est à l'annexe, allez hop, on va à l'annexe, là il y a une tombe qui est creusée de 6 pieds sous terre, parce que ce n'est terre sainte que jusqu'à 5 pieds, on met le cercueil, on le recouvre de terre, il n'y a pas eu un mot, même pas une prière, tout le monde s'en va. Sauf évidemment le curé le chat et le curé l'enfant qui déterrent le cercueil, qui font crever le bois et qui jettent le cadavre de Jean-Baptiste Poquelin à la fosse commune. Et c'est fini. Et toute trace de l'impie Molière doit disparaître de ce royaume, c'est écrit, c'est signé, et toute trace de Molière disparaît. Il n'y a pas une quittance du temps du prince de Conti, il n'y a pas une lettre, il n'y a pas une correspondance, il n'y a pas un manuscrit, il n'y a pas un bas, il n'y a pas une chaussure, il n'y a pas un calot, il n'y a rien, il n'y a pas un bijou. Toute trace de cet homme-là disparaît comme Moïse, quand Pharaon le met à la porte de l'Égypte, que toute trace de Moïse disparaît à jamais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la seule chose qui nous reste, par miracle, c'est la signature Molière sur l'acte de naissance de l'illustre théâtre, cette première troupe qu'il avait faite avec Madeleine Béjart. Donc c'est un peu comme Zorro, c'est formidable, on a sa signature Molière. Sans accent d'ailleurs. Hein. Oui, c'est drôle, absolument. C'est la seule chose qui nous reste. Oui, je suis d'accord. Effectivement, donc pour vous, Corneille, Molière, Corneille n'aurait jamais pu écrire, quand on vous lit, les pièces de Molière, parce que Molière écrivait pour ses auteurs. C'est un acteur qui écrit pour des auteurs et non pas... Le Molière, et c'est peut-être c'est parti peut-être d'une soirée entre copains. Ah bah tiens, on va faire croire que... mais Corneille n'a jamais écrit un mot de Molière. Pour quelle raison ? Pour la raison qu'on vient d'entendre il y a quelques instants dans notre échange, c'est le rythme. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu es Offenbach, tu ne composes pas comme Wagner. Quand tu es Rossini, tu ne composes pas comme Monteverdi. Ça veut dire que le phrasé de Corneille, la respiration de l'acteur, c'est exactement comme les mains qui sont la respiration du pianiste sur le piano pour son toucher de piano comme nous pour le toucher du texte. Elle est absolument différente, elle n'a aucun rapport, je vous en donnais la preuve. Et puis, comme j'ai interprété à la fois du Corneille, du Racine, du Molière, tous les auteurs, je sais très bien la différence quand on interprète 100 fois, 200 fois, 300 fois le Cid. Le Cid, la respiration de Corneille est très simple, elle suit la pensée. C'est-à-dire que l'acteur, physiquement, doit respirer avant de pouvoir sortir la pensée. Il va pas respirer à l'intérieur de la pensée, il respire avant et il sort toute la pensée. J'explique. Par exemple, dans le Cid, Rodrigue, son père vient de lui dire « Va tuer le père de Chimène, fous-moi la paix, allez hop, venge-nous, va Courvol et nous venge. » Il est là. Il pense à quoi ? Il pense pas à elle. Il pense pas à Chimène. Il pense pas à son père. Il pense pas à Gormas. Il pense à lui. Donc, il a la respiration suivante. Il respire. Percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Autre chose maintenant. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur. Autre chose maintenant. Je demeure immobile. Autre chose maintenant. Et mon âme abattue cède au coup qui me tue. C'est-à-dire, au lieu de me révolter et de dire à mon père, mais va te faire foutre, je vais jamais tuer ce type-là, c'est le père de la femme que j'aime, je reste comme un pauvre ballot à dire béni oui oui. Voilà. Ça, c'est le rythme de Corneille et la respiration de Corneille. Ça n'a aucun rapport
avec Molière, où au contraire, la respiration suit la pensée. C'est-à-dire, laissez-moi, je vous prie. Mais encore dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là vous dire, j'ai couru vous cacher. Ça n'a aucun rapport. C'est la différence entre Charles Trenet, douce France, cher pays de mon enfance. Il poursuit toujours sa musicalité avec Édith Piaf, qui, je le rappelle, écrivait ce qu'elle chantait. 9 fois sur 10, c'est signé Édith Piaf. Donc ça n'a aucun rapport. C'est impossible. Ite missa est, comme on dit. Vous terminez votre livre Paris, rue Richelieu, 3 mars 2019. Vous avez donc écrit Là où il est mort. Oui. Mais c'est parce que c'est vraiment c'est le quartier de mon enfance et puis c'est le quartier de ma vie. De votre vie, oui. Et ça me permet... Pour les non-parisiens, c'est la Comédie Française. Voilà, c'est la Comédie Française, c'est le Palais Royal, c'est tout ce quartier-là. Et ça me permet justement de jeter encore un pavé dans la mare. Oui. La statue de Shakespeare, elle est devant Westminster Abbey. Où elle est, la statue de Molière? Elle est coincée dans cette rue minable. Cette petite rue en fourche. Au lieu d'être devant la Comédie Française. Non mais sérieusement, où est l'avenue Molière? Où est le boulevard Molière? Où est la station de métro Molière? Non mais c'est absolument inimaginable. Et ça ressort toujours de cet état d'esprit que c'est un comédien. Ce n'est qu'un comédien. Je pense qu'on aura démontré là, tous les deux dans ce bel échange, que ce n'est pas qu'un comédien. On aurait pu d'ailleurs, vous auriez pu, dans le titre, c'est Molière, virgule, mon Dieu, pour l'exclamation. J'ai pas voulu le point d'exclamation parce que je trouvais que c'était prétentieux. Non, mais dans le sens mon Dieu revient peut-être. Oui, peut-être, oui, absolument. J'y ai pas pensé, mais oui, pourquoi pas. Cette idée-là. En tout cas, merci infiniment, Francis Huster, vraiment infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Molière, mon Dieu, aux éditions Armand Collin, et également la pétition en ligne. Je mettrai le lien à duno.link/Molière-Panthéon. Il faut qu'on signe au maximum pour que ce grand homme entre enfin au Panthéon. Ce livre est quand même un cri du cœur. Merci beaucoup, vraiment, Francis Huster. Merci beaucoup. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.